Alors, messieurs les doyens, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, je suis sincèrement ravie qu'on m'ait associé à l'animation de cette grande journée sur le diabète et je tiens à remercier chaleureusement M. Belkhadir de m'avoir cordialement invité donc à prendre part à cette belle journée et de m'avoir aussi confié le soin de parler de diabète et néphropathie. Quoi de neuf? Alors je peux vous dire d'emblée qu'il n'y a pas de grande nouveauté, donc il n'y a pas eu de scoop en 2019, mais quand même il y a eu de nombreuses petites nouveautés donc durant ces dernières années que j'ai le grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Alors pourquoi d'abord parler du diabète et néphropathie? Alors parce que le diabète constitue la première cause de la maladie rénale chronique et de l'insuffisance rénale chronique à travers le monde, y compris au niveau du Maroc. Et parce que le diabète aussi donc, est un facteur de risque majeur d'initiation, de susceptibilité, mais aussi de progression de la maladie rénale, et que l'enjeu ou la chose qu'on craint le plus, c'est que cette maladie rénale ou cette insuffisance rénale chronique liée au diabète évolue vers l'insuffisance rénale chronique terminale, qui est la complication la plus redoutable, puisque cette complication sera associée à une mortalité très importante, donc d'ordre cardiovasculaire, puisque cette insuffisance rénale chronique terminale va aussi engendrer une altération de la qualité de vie du patient. Elle va aussi être à l'origine d'une désinsertion sociale et professionnelle, et l'ensemble de ces conséquences vont engendrer un coût considérable. Et comme ça a été dit par professeur Jafar tout à l'heure, alors la maladie, l'insuffisance rénale chronique terminale constitue 4% de l'ensemble des maladies ALD, à côté des cancers, donc de l'hypertension artérielle et du diabète, mais elle va consommer 28% du budget alloué à l'ALD. C'est vrai que ça paraît démesuré, mais c'est pour vous dire donc quand même le coût qu'engendre l'insuffisance rénale chronique terminale, qui est représentée par la construction des centres d'hémodialyse, l'équipement, le recrutement du personnel médical, paramédical et surtout le consommable, qui est quelque chose donc de permanent, de régulier. Et ces 28%, c'est énorme, c'est colossal comme budget. Alors sur cette carte, on voit donc la prévalence et l'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale à travers le monde. Et je tiens à remercier, donc même en son absence, professeur Benranem, mon maître donc de néphrologie de la faculté de médecine de Casablanca, qui était signataire donc dans cet article apparu la semaine dernière et dans lequel le Maroc est très bien présenté à la fois sur le plan épidémiologique, mais aussi sur le plan donc cartographie, donc géographie. Et comme on voit ici, donc le Maroc possède une prévalence intermédiaire. Il n'est pas un pays à très forte prévalence et il n'est pas non plus un pays à faible prévalence. Et la prévalence de l'IRCT varie entre 433 et 759 patients par million d'habitants, et l'incidence elle varie de 103 à 144 patients par million d'habitants au niveau du Maroc. Alors quand on voit aussi donc l'incidence de l'IRCT liée au diabète cette fois-ci, l'incidence augmente dans tous les pays du monde. Quand on voit ici donc de 2002 à 2015, l'incidence de l'IRCT lié au diabète a doublé, a nettement augmenté dans l'ensemble des pays. On a donc le Mexique, donc les États-Unis, donc l'Asie, la Malaisie. Tous les pays notent une augmentation permanente, croissante de l'IRCT lié au diabète. Alors, quand on voit de près aussi les complications majeures de cette IRCT, dans une population où nous avons des diabétiques et des non-diabétiques, on voit que l'infarctus du myocarde, donc l'AVC, l'amputation, il y a une petite diminution donc de 1990 jusqu'à 2010. En revanche, pour l'insuffisance rénale chronique terminale, nous n'avons pas noté de baisse entre 90 et 2010. Au contraire, il y a une petite augmentation concernant l'incidence de l'IRCT chez tout type de patients. Quand on voit ce qui se passe dans une population faite que de diabétiques, on voit que l'infarctus de myocarde, l'AVC, l'amputation ont nettement baissé entre 90 et 2010. En revanche, l'IRCT, l'incidence ne change pas, comme si on n'y avait pas assez d'efforts pour combattre cette maladie, mais aussi cela suppose que c'est une évolution insidieuse et souvent non diagnostiquée chez ces patients.
Alors là aussi, j'ai le grand plaisir de partager donc les résultats de l'étude Maremar, donc qui a été donc supervisée et menée par professeur Benranem. Et dans cette grande étude qui avait recensé plus de 10 000 patients dans la région donc le Jadida El Khmisset, nous voyons très bien donc les prévalences des grandes pathologies pourvoyeuses de la maladie rénale. Alors nous avions 16% donc de prévalence de l'hypertension artérielle, 13% du diabète, 23% d'obésité. Et je tiens là aussi à le rappeler que nous sommes un pays à très forte obésité par rapport aux autres pays donc du monde, et que la maladie rénale chronique, donc représentée par la CKD, représente 5% de la population générale, ce qui est quand même non négligeable, et avec une incidence de l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire définie par un DFG inférieur à 60, de l'ordre de 1,6%. Alors, quand on voit de près donc, les données de cette étude Maremar, on peut voir déjà que sur le plan étiologie de la maladie rénale, le diabète arrive en premier rang, donc, et 32% des patients avec maladie rénale sont des patients diabétiques. 28% des patients avec maladie rénale sont des patients aussi hypertendus. Alors après arrivent les autres étiologies, lithiase et autres pathologies. Mais le diabète et l'hypertension artérielle constituent plus que 50% de l'ensemble des étiologies de la maladie rénale. Et que parmi les 5% de la maladie rénale chronique, alors nous voyons donc les différentes classes représentées ici, et la classe la plus majoritaire, c'est le stade 3 de l'insuffisance rénale chronique. C'est le stade le plus important parce que c'est le plus fréquent, et aussi c'est le plus vu par les différents spécialistes, donc les endocrinologues, les cardiologues. Souvent les patients arrivent donc à ce stade-là, qui est le stade 3, sur lequel je vais revenir. Alors, après, quand on voit le registre magrédial, c'est Maroc greffe dialyse, donc qui a été initié en 2002, mais malheureusement, il n'est plus fonctionnel depuis 2008. Mais là, ce sont les résultats de 2008 qui sont très fiables et très représentatifs. On voit que parmi les patients incidents qui arrivent en dialyse, ce sont des patients principalement diabétiques et le diabète constitue 44%. En revanche, sur le plan prévalence, le diabète constitue à peu près 18%. Et qu'on a une nette augmentation de l'insuffisance rénale chronique terminale depuis 2005, où la prévalence était de 162 patients par million d'habitants, donc à 2017, où la prévalence est passée de 200 jusqu'à 783 patients par million d'habitants. À côté, donc, il y a ce joli graphique qui représente donc l'ensemble des patients donc, dialysés à travers les différentes régions du royaume, et on voit malheureusement que la forte prévalence de patients pris en charge en hémodialyse est situé dans les régions du sud. Et vous avez ici en première ligne, vous avez donc la Dakhla ou Dahab, après vous avez le Youn Saqi al-Hamra, et puis vous avez aussi donc en quatrième ligne donc Gulmim. Donc ça aussi, donc je pense ça reflète la réalité, ça reflète la forte prévalence d'obésité, de diabète et d'hypertension artérielle. Et ce sont les lits de l'insuffisance rénale chronique terminale. Alors, un petit rappel sur la définition de la maladie rénale chronique. On définit maladie rénale chronique toute anomalie, quel que soit son ordre, qu'elle soit biologique, qu'elle soit histologique, qu'elle soit radiologique, qu'elle soit aussi donc biologique, tubulaire, c'est-à-dire un patient qui porte un kyste au niveau du rein, c'est un patient pour nous qui porte une maladie rénale chronique. Un patient qui va porter une anomalie urinaire ou sanguine, reflétant une altération de la fonction du rein, pour nous, c'est une maladie rénale, donc chronique. Il y a aussi le fait qu'on soit transplanté ou le fait qu'on ait une histologie et qu'il y a une anomalie histologique. Tout ça fait qu'on est porteur d'une maladie rénale chronique. En revanche, l'insuffisance rénale chronique, elle est définie par le débit de filtration glomérulaire. Une fois qu'on l'a estimé par les différentes formules que vous connaissez, notamment la MDRD et la CKD-IP, et si vous avez donc une valeur qui est inférieure à 60 ml par minute, là, c'est un patient qui présente une insuffisance rénale. Et dans cette insuffisance rénale, là aussi, peut-être la nouveauté de ces dernières années, c'est ce stade 3 qui est le plus important, qui est le plus consulté donc, dans les différentes spécialités, c'est qu'on a individualisé au sein de ce stade 3 deux sous-classes, donc la 3A et la 3B. Puisqu'au départ, c'était un stade avec une fourchette assez large, de 30 jusqu'à 60, on l'a divisé en deux. Le 3A dont le DFG est compris entre 45 et 59, c'est un stade qu'on va dire qui est moins méchant, il va rejoindre, son pronostic va rejoindre donc la classe 2. En revanche, le 3B,
où le DFG est situé entre 30 et 44, c'est un stade dont le pronostic, le rythme de surveillance va rejoindre donc le stade 2 et le stade 4, pardon. Et c'est très important cette individualisation de ces deux classes 3, la 3A, la 3B, puisque la majorité des adaptations posologiques actuellement, notamment pour les antidiabétiques oraux, se fait selon cette classification 3A et 3B, comme on va le voir. Alors, première aussi peut-être nouveauté, c'est la terminologie. Est-ce qu'on a le droit de parler toujours de néphropathie diabétique? Puisque le terme de néphropathie diabétique suppose qu'il y a une histoire naturelle, suppose qu'il y a un diagnostic précis et unique de la maladie rénale. Là, dans le diabète type 2, je pense qu'on n'a plus le droit de parler de néphropathie diabétique, mais plutôt de maladie rénale diabétique. Cette maladie rénale diabétique, elle peut justement inclure différents types de pathologies, puisque quand on prend des patients diabétiques type 2 et qu'on fait une biopsie rénale, on ne trouve pas que de la néphropathie diabétique. Il n'y a que 27% des patients qui présentent une maladie rénale typiquement liée au diabète. 50% des patients, ils vont présenter une atteinte rénale non liée au diabète. Et les 23% restants, ils vont présenter une atteinte rénale combinée, à la fois liée au diabète et aussi non liée au diabète. Tout cela pour vous dire que l'atteinte, elle est très hétérogène dans le diabète type 2, parce qu'il y a l'hypertension artérielle qui va aussi entraîner ses propres lésions, il y a le diabète, et le patient diabétique type 2 qui est âgé a le droit aussi de faire autre type d'atteinte rénale. Mais en tout cas, l'atteinte rénale spécifique telle que nous l'avons appris donc sur les bancs de nos facultés, finalement n'est présente que chez 27% des patients diabétiques. Et c'est pour cela qu'on préfère ce terme maladie rénale diabétique qui est un peu plus large et qui ne fait pas référence à un diagnostic histologique précis. Alors, il y a aussi cette nouvelle entité qui a émergé ces dernières années, c'est une maladie rénale diabétique normo-albuminurique, alors que nous avons tous appris que l'albuminurie est un des critères majeurs de diagnostic de la maladie rénale. Quand on voit les grandes études, alors c'est une méta-analyse qui a repris plusieurs études et le pourcentage de la maladie rénale diabétique avec une insuffisance rénale, c'est-à-dire un DFG moins de 60 et normo-albuminurique, varie de 22 jusqu'à 63%. C'est-à-dire 63% des patients diabétiques peuvent ne pas avoir d'albuminurie. Et quand on voit donc de près les caractéristiques de ces patients, ce sont des patients âgés, donc avec une moyenne d'âge de 73 ans, donc avec une ancienneté de diabète qui est très importante, et on aurait tous pensé qu'ils auraient systématiquement une albuminurie, or ce n'est pas le cas. Et quand on voit aussi dans cette grande étude qui avait donc recruté plus de 5000 patients avec un suivi sur 20 ans, alors sur les patients suivis sur plus de 20 ans, avec un DFG initialement qui est bas, alors 60% des patients n'avaient jamais développé d'albuminurie au départ. Et 40% de ces patients ne développeront pas non plus d'albuminurie durant le suivi. Et cette nouvelle entité, donc, on peut l'expliquer donc, principalement par deux éléments. D'abord, ce sont des patients qui sont souvent mis sous bloqueur du système rénine-angiotensine pour une hypertension artérielle qui précède le diabète et que les bloqueurs du système rénine-angiotensine, en raison de leur effet antiprotéinurique, vont empêcher tout simplement l'apparition de cette protéinurie. Comme on peut l'expliquer aussi par le fait qu'on a toujours une hypertension artérielle associée et que l'atteinte rénale peut être tout simplement de type vasculaire et non pas glomérulaire. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que ces patients normo-albinuriques ont un meilleur pronostic? Oui, on peut penser, oui, du moment qu'il n'y a pas de l'albuminurie, peut-être ce sont des patients, on va dire, à meilleur pronostic. Alors quand on voit de près donc, sur ce graphique, finalement, même quand ils sont normo-albuminuriques, il y a des complications. Certes, un moindre par rapport aux autres groupes micro- et macro-albuminuriques, mais les complications persistent. Alors vous avez de la rétinopathie, alors vous avez aussi des complications macrovasculaires, vous avez donc de la fibrillation auriculaire, vous avez de l'anémie et vous avez de l'insuffisance cardiaque. Donc finalement, c'est une entité qui n'est pas à aussi bon pronostic qu'on aurait pensé. Et donc du moment que ces patients-là, même en absence d'une albuminurie, ont des complications extra, on va dire, rénales, cela suppose qu'il y a d'autres facteurs de progression de cette maladie
rénales, mais aussi des complications extra-rénales. Et parmi donc ces facteurs de risque de progression majeure, nous retrouvons l'hyperglycémie, l'obésité et l'hypertension artérielle. Donc l'hyperglycémie, c'est un facteur de risque de susceptibilité, d'initiation et de progression de la maladie rénale. Et donc finalement, comme critère diagnostique de la maladie rénale diabétique, finalement l'hyperglycémie que nous avons, elle ne définit pas l'atteinte rénale, donc elle définit le diabète. Nous avons donc les lésions histologiques, mais elles ne sont pas réalisables. On ne peut pas biopsier donc tous les patients donc diabétiques. On a la macroalbuminurie. On vient de voir qu'elle n'est pas spécifique d'abord. Elle peut se rencontrer dans n'importe quel autre type d'atteinte rénale et qu'elle n'est pas non plus constante. Il y a des patients qui vont développer une vraie maladie rénale diabétique, mais sans albuminurie. Il y a le débit de filtration glomérulaire, comme on l'a tous appris, très élevé, mais ça, ce n'est vrai que dans le diabète type 1. Et souvent, le diagnostic du diabète type 2 est fait tardivement, ce qui fait qu'on a souvent d'emblée un débit de filtration glomérulaire qui est très diminué, voire même au-dessous de 60 litres par minute au diagnostic du diabète. Après l'hypertension artérielle, là aussi, elle n'est pas spécifique, elle est souvent associée au diabète. Les complications ne témoignent que du stade évolué de la maladie. Et finalement, le diagnostic actuel de la maladie rénale diabétique est posé sur la présence toujours de cette albuminurie, même si elle n'est pas très spécifique, même si elle est inconstante, avec ou sans une insuffisance rénale. Ça veut dire même quand vous n'avez pas d'albuminurie, le fait d'avoir un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml chez un patient diabétique définit donc la maladie rénale diabétique. Je tiens aussi à rappeler qu'on ne fait plus les protéinuries de 24 heures, on fait plus donc les rapports urinaires albumine-créatinine qui sont très fiables, mais surtout qui sont très confortables et dont le recueil des urines est moins fastidieux. Il suffit d'avoir un échantillon urinaire. La confirmation, bien sûr, puisqu'on parle de maladies chroniques, c'est qu'il faut au moins 2 anomalies étalées sur 3 mois. Le contexte clinique et biologique, donc voilà le contexte, la présence d'autres complications, notamment la rétinopathie, la neuropathie, va réconforter dans le diagnostic de la maladie rénale. Il faut surtout éliminer les autres étiologies. C'est ça, là aussi, le grand message, c'est qu'au moindre doute, si vous avez une aggravation rapide de la fonction rénale, une aggravation rapide de la protéinurie, d'autres signes extra-rénaux, il ne faut pas hésiter à référer le patient vers le néphrologue afin qu'il élimine une autre étiologie qui peut expliquer donc l'atteinte rénale. L'hypertension artérielle, oui, elle ne fait pas partie de la définition de la maladie rénale, mais elle est souvent associée et elle va témoigner d'un risque rénal et cardiovasculaire très élevé. Alors, puisqu'on est dans une journée de diabéto, donc on va parler surtout du contrôle glycémique. Quel est le rôle du contrôle glycémique dans la réduction des événements donc rénaux et cardiovasculaires? Alors, nous savons très bien que le contrôle glycémique intensif, il va améliorer le pronostic rénal, mais quand il est réalisé au stade précoce de la maladie. Et on le sait très bien, plusieurs études l'ont déjà montré, et on sait très bien que le fait d'avoir une hémoglobine A1C inférieure à 7% chez le diabétique type 2, elle permet de réduire de 50% la survenue de la rétinopathie, de l'insuffisance rénale et des événements cardiovasculaires chez le patient diabétique de type 2. La même chose aussi dans le diabète type 1, donc la réduction de l'hémoglobine A1C inférieure à 7% permet de réduire à 9 ans le développement d'une microalbuminurie dans 34% des cas et le développement d'une macroalbuminurie dans 56% des cas. C'est très important et c'est très intéressant comme résultat. Mais est-ce que c'est le cas au stade tardif de la maladie rénale chronique? Ce n'est pas du tout le cas, puisque chez le patient avec déjà une insuffisance rénale, il faut être très vigilant dans les objectifs de l'hémoglobine A1C. Et comme ça a été montré dans cette grande étude donc récente, alors, la mortalité est corrélée chez les patients avec insuffisance rénale chronique terminale et aussi présentant une maladie rénale chronique. Et on voit que la mortalité est augmentée chez les patients avec un contrôle glycémique inférieur à 6%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cibler du tout les 6%, au moins chez un patient qui présente une insuffisance rénale chronique terminale. Ça, on le sait, c'est une règle en néphrologie.
Et aussi, il faut savoir que l'évolution, la progression de cette maladie vers l'insuffisance rénale chronique terminale, elle va être très rapide quand on a des taux d'hémoglobine à un C supérieur à 9%. Finalement, des cibles trop strictes exposent au décès et des cibles un peu trop élevées vont exposer au risque de progression de la maladie rénale vers le stade terminal. Et là aussi, cette courbe en U que vous connaissez tous, donc la mortalité, là aussi, elle est plus importante quand on a des cibles d'hémoglobine A1C inférieures à 6% ou quand ils sont supérieurs à 9%. Alors, que préconisent les grandes recommandations internationales, que ce soit l'ADA ou les CADIGO, c'est-à-dire les recommandations de diabéto ou de néphrologie, on ne vise pas un taux d'hémoglobine inférieur à 7%. On est plutôt vers des taux d'hémoglobine entre 7 et 8% chez un patient diabétique qui présente une maladie rénale chronique. Ça, tout le monde est d'accord sur ce principe parce que le risque d'hypoglycémie est très élevé et le risque aussi de décès est élevé. Alors, qu'en est-il des traitements? Donc, qu'est-ce qu'il y a une nouveauté? Donc, là aussi, je vais commencer par la metformine, qui reste un médicament très largement utilisé, donc chez les patients diabétiques type 2, même avec une maladie rénale. Je vais juste rappeler les règles de l'utilisation de la metformine. Et là, je reviens à cette nouvelle classification donc de la 3A et de la 3B. Et vous voyez très bien que dans les recommandations, quand on a un débit de filtration glomérulaire entre 45 et 60, on peut continuer à utiliser donc la metformine, tout en augmentant le monitoring rénal. En revanche, quand on a un DFG entre 30 et 45, c'est-à-dire quand on est dans la 3B, il faut prescrire la metformine avec précaution, il faut baisser les doses, donc de 50% par rapport à la dose maximale, il faut monitorer encore de façon plus rapprochée, tous les 3 mois la fonction rénale, et dans tous les cas, il ne faut pas prescrire de nouveau la metformine quand on a un patient avec un débit de filtration entre 30 et 45. On peut la maintenir quand il était déjà sous metformine avec un monitoring plus strict, mais on ne la prescrit pas de nouveau. Au-dessous de 30, elle est strictement contre-indiquée. Après, je vais m'arrêter un petit peu sur les inhibiteurs de SGLT1 parce que nous, en néphrologie, on attend énormément de cette classe thérapeutique. Ce sont les nouveaux médicaments, je vais en parler puisqu'ils sont commercialisés aussi au Maroc. Et je vais donc un petit peu rappeler leur mécanismes d'action. Ce sont des médicaments qui vont inhiber tout simplement la réabsorption tubulaire donc du glucose, puisque 90% du glucose qui va filtrer va être réabsorbé au niveau donc de la partie contournée du tube proximal par les SGLT2 et une partie beaucoup plus faible, de 10%, va être réabsorbée donc à la partie terminale, c'est-à-dire la partie rectiligne du tube proximal par d'autres récepteurs qu'on va appeler les récepteurs, les SGLT1. Et donc, ces récepteurs de SGLT2, donc leur mécanisme d'action paraît très intéressant et séduisant. S'ils inhibent la réabsorption du sodium, c'est qu'ils vont tout simplement lutter contre l'hyperglycémie. Et si on lutte contre l'hyperglycémie, on peut améliorer finalement et réduire l'incidence de l'ensemble des complications liées à cette hyperglycémie. Alors, dans un néphron normal, c'est ce qui se passe. Dans un néphron d'un patient diabétique, vu la charge filtrée de glucose est très importante, parce qu'il est en hyperglycémie, on va inhiber la réabsorption d'une très grande quantité de glucose à ce niveau-là. Et ces néphrons donc, de patients diabétiques vont présenter des caractéristiques. On va avoir une augmentation de la croissance des cellules tubulaires, on va aussi avoir une augmentation de l'expression des SGLT2 et on va avoir une augmentation en conséquence de la réabsorption tubulaire du glucose, mais aussi une réabsorption tubulaire du sodium. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que sur le plan physiopathologique, quand vous allez inhiber la réabsorption du glucose, certes, vous allez inhiber la réabsorption de sodium, parce que je rappelle que c'est un transport sodium-glucose dépendant. Et du moment que vous allez inhiber la réabsorption, donc vous allez inhiber la réabsorption de sodium, vous allez avoir des effets qui vont être la conséquence de l'ensemble de modifications hémodynamiques au niveau rénal. Et au niveau de ces conséquences, du moment que ce sont des inhibiteurs de ces transporteurs, ça veut dire qu'il n'y aura pas de réabsorption, de glucose et le glucose va être éliminé donc, dans les urines, vous aurez une glucosurie plus importante et va après, qu'est-ce qu'on aura? On aura, parce que chez le patient normal, alors, quand vous allez avoir une réabsorption de sodium, de glucose, il y a une réabsorption de sodium qui suit systématiquement. Et ce sodium qui a été réabsorbé, alors finalement, on a très peu de sodium qui va arriver
au niveau de l'anse de 1 lait. Alors ceci est perçu comme un signal, comme si le patient était en hypovolémie. Et le tube rénal va déclencher un ensemble de mécanismes de régulation, notamment donc le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire, et qui va entraîner une vasodilatation de l'artériole afférente, une vasoconstriction de l'artériole efférente. Donc ces deux mécanismes hémodynamiques vont être à l'origine d'une augmentation de la pression au niveau du capillaire glomérulaire. Cette augmentation de la pression, c'est elle qui est responsable de l'hyperfiltration, de l'hyperperfusion, de la protéinurie et d'un effet inflammatoire et fibrosant. Et donc quand vous allez donner un inhibiteur donc, de SGLT2, vous allez inhiber la réabsorption du glucose, mais aussi de sodium, et vous allez inhiber finalement toutes ces conséquences physiologiques engendrées par la réabsorption du sodium. Et donc, l'effet de ces inhibiteurs des SGLT2 paraît très intéressant, puisqu'ils vont avoir un effet hémodynamique, ils vont restaurer l'hémodynamique intrarénale, ils vont avoir un effet anti-inflammatoire, antifibrosant, antiprotéinurique, et ils vont baisser en conséquence aussi la sécrétion du peptide natriurétique. Alors, les premiers essais donc, concernant ces molécules, et je vais parler de l'empagliflozine puisqu'elle est disponible au Maroc, c'est un essai dont les résultats ont été publiés en 2015 dans Nejm, un essai très intéressant puisqu'il avait inclus 7000 patients avec un suivi de 3 ans et qui était avec 3 bras, un essai randomisé contrôlé en 3 bras, donc un bras placebo, un bras l'empagliflozine 10 mg et l'autre bras 25 mg. Et quand on voit les caractéristiques de ces patients, donc tous les groupes étaient matchés avec les mêmes caractéristiques à l'admission, que ça soit sur le plan risque cardiovasculaire, que ça soit sur le plan besoin en traitement antidiabétique, que ça soit sur le plan prescription des antihypertenseurs et aussi sur le plan rénal, puisque tous les patients avaient un DFG aux alentours de 513 millilitres par minute et que 25% dans chaque groupe avaient un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60, mais toujours supérieur à 30 millilitres par minute. Alors les résultats de cet essai sont très intéressants, particulièrement sur le plan mortalité cardiovasculaire et événements cardiovasculaires, puisque l'incidence des événements cardiovasculaires et de la mortalité toutes causes confondues était meilleure dans le groupe traité versus le groupe placebo, et que le contrôle de l'hémoglobine A1C aussi était meilleur dans le groupe traité. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que le groupe traité à 10 mg donc, avait de moins bons résultats que le groupe traité avec 25 mg d'empagliflozine? Ce n'est pas vrai. La différence n'était significative que contre le groupe traité et le groupe placebo. Mais au sein du groupe traité, il n'y avait pas de différence statistiquement significative concernant les différents événements cardiovasculaires ou la mortalité cardiovasculaire. Et donc, la prescription de 10 ou de 20 mg, donc, selon donc, les auteurs de ce grand essai, peut être laissée à la discrétion des prescripteurs et se fera principalement selon les objectifs justement ciblés d'hémoglobine A1C chez ces patients-là et aussi surtout en prenant en considération la survenue donc, des effets secondaires, puisque comme tout médicament, il y a toujours des effets secondaires et les effets secondaires observés principalement par l'empagliflozine, ce sont les infections urinaires et les infections génitales. Professeur Mtata? Oui. S'il vous plaît. Je suis... Alors voilà, donc les recommandations de prescription, on commence par 10 mg et on va augmenter progressivement et on ne prescrit pas l'empagliflozine quand on a un DFG inférieur à 45 ml par minute. Alors il y a un autre essai aussi donc sur l'empagliflozine qui a été publié, là aussi avec un effet bénéfique sur le plan événements rénaux mais aussi événements cardiovasculaires. Contrôle tensionnel, ça c'est un grand débat. Donc depuis l'étude de Splint qui avait montré une réduction des événements cardiovasculaires chez les patients non diabétiques avec un contrôle tensionnel strict inférieur à 120/80, ceci n'a pas été retrouvé chez les patients diabétiques. Au contraire, quand on veut être très strict sur le plan objectif tensionnel chez un patient diabétique, on risque d'entraîner une insuffisance rénale. Et donc chez le patient diabétique, c'est l'avant-dernière diapo, chez le patient diabétique en général, on est sur des recommandations de cible de pression artérielle systolique entre 130 et 140. On ne vise pas au-dessous de 130 parce que ça entraîne justement donc des effets indésirables, notamment rénaux. Il y a aussi un rythme de surveillance des patients diabétiques avec maladie rénale que vous suivez en consultation et qu'il faut savoir les référer au bon moment chez le néphrologue quand vous avez un DFG moins de 30
ou quand vous avez une suspicion d'une autre maladie rénale. Et en conclusion, donc, les nouveautés, oui, sur le plan terminologie, puisqu'on a la maladie rénale diabétique au lieu de la néphropathie diabétique dans le diabète type 2. Sur le plan physiopathologie, il y a l'émergence de cette maladie rénale normo-albuminurique. On a aussi le stade 3, donc, qui est individualisé en stade 3A et 3B. On a les inhibiteurs des SGLT2 dans les résultats paraissent très, en tout cas, prometteurs sur le plan néphrologique, approuvés dans le diabète type 2. Les résultats sont en cours dans le diabète type 1 et ça a été présenté par KNSA. Donc là aussi, les résultats sont encourageants. Il y a même des essais cliniques chez les patients non diabétiques mais avec maladie rénale chronique, vu leur effet antiprotéinurique et anti-inflammatoire et antifibrosant. Le contrôle glycémique et tensionnel sont moins stricts chez le patient diabétique type 2 avec maladie rénale et DFG inférieur à 60 que le reste des patients, et que la prévention, même si on parle beaucoup de médicaments, il ne faut jamais oublier que le meilleur traitement, la meilleure approche thérapeutique, c'est la prévention et c'est l'éducation de la santé, lutter contre l'obésité, l'hypertension artérielle, contre le diabète, et on luttera systématiquement contre la maladie rénale. Et merci et désolé.